On va appeler, alors, Monsieur le Président, Madame la maire adjointe, si on peut redescendre. On va appeler Olivier Bron, le directeur général des Galeries Lafayette, qui va nous parler notamment de Pau, et puis le journaliste qui va nous accompagner dans cette plénière toute la journée, Hubert, voilà, qui est journaliste correspondant aux Échos. Voilà. Donc là, on se donne 45 minutes pour présenter un peu la ville de Pau, ce que vous faites, de formidable pour nous tous, parce que c'est vraiment un exemple. Et c'est pour ça qu'à l'unanimité du bureau, nous avons choisi la ville de Pau pour accueillir ces 14e assises nationales. Merci. Merci, monsieur Creuset. François Bayrou, pour une présentation. Alors, je reprends le programme. Pau, capitale humaine, un centre-ville en renouveau. Donc là, vous avez pas mal décrit l'historique, les forces vives économiques actuelles. Peut-être plus là, les actions sur le centre-ville. Bon, vous allez avoir plusieurs occasions de découvrir le nouveau visage de notre ville. Alors, une ville qui était en crise profonde il y a 5 ans, puisque il y a 5 ans, notre ville perdait 1000 habitants par an depuis 8 ans. 10% de la population était partie. Et la certitude que nous avions, en tout cas la volonté que nous avions, c'était qu'il fallait à tout prix non seulement stopper la chute, mais initier un nouveau développement, une nouvelle attractivité, et on a eu la joie de le faire. Je veux insister sur un point, parce que c'est rare dans une vie politique, et il m'est arrivé de connaître plusieurs responsabilités, c'est très rare que, au point où nous le vivons, les habitants s'identifient à ce qui a été fait. Une espèce d'adhésion profonde. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? L'idée qui était la nôtre, c'était qu'une telle situation ne pouvait être renversée que par une action que je nommerais de blitzkrieg, de guerre éclair, qui attaque sur tous les fronts, à la fois, en même temps, grâce aux investissements nécessaires, tous les points de faiblesse qu'on pouvait identifier. Pas une action, premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre, et dans 8 ans on y est encore, ou dans 10 ans on y est encore, mais au contraire, une action simultanée, déterminée, décidée sur tous les angles qu'on pouvait, ou sur lesquels on pouvait penser qu'il y avait un problème. Alors on a commencé par quelque chose de symbolique, mais les maires qui sont ici, je suis sûr, partageront ce que j'ai dit. C'était une ville qui était taguée profondément partout. On a effacé tous les tags de la ville en 6 mois. On a fait un investissement important. Il n'y a plus un tag en ville, et quand il y en a un qui revient, on l'efface dans les 24 heures. Et la propreté, ça paraît secondaire, sans doute, pour beaucoup de gens. Je vois des villes et des plus grandes où je n'ai pas l'impression qu'on ait pris conscience de ça. La propreté est un bien commun. Ça n'est pas le privilège ou la chance des habitants qui habitent autour des rues. Non, c'est un bien pour tout le monde. Et donc, une action déterminée en faveur de la propreté, une action déterminée en faveur de la sécurité. Nous avons mis en place une police municipale qui était à l'état strictement embryonnaire, avec des brigades de nuit qui permettent d'intervenir jusqu'à 5 heures du matin pour assurer la tranquillité publique. Donc je rappelle que c'est la mission du maire, y compris avec des unités canines, parce que quand vous avez des groupes qui sont alcoolisés et qui sont dans des rixes, le
pauvre agent municipal qui vient tout seul. Mais s'il y a un chien, ça change beaucoup les choses. Même pas besoin qu'il intervienne. La présence est comme ça. Moi, je suis de ceux qui pensent que la sécurité est un droit de l'homme et qu'on doit aussi commencer par ça. Propreté, sécurité. Et après, nous avons mis en place une politique extrêmement ambitieuse que nous avons appelée la métamorphose, de réhabilitation de tous les bâtiments publics qui étaient abandonnés. Parfois mal fréquentés, parfois squattés. C'est ainsi que, vous le découvrirez ce soir, nous avons décidé de reconstruire complètement les halles de la ville, qui étaient dans un état proche de l'Ohio, et donc de les reconstruire complètement. Je suis très fier parce que nous avons eu avec ce projet le prix mondial d'architecture. Pour être honnête, je dois dire à égalité avec les jardins de la Maison-Blanche. Mais bon, c'est pas mal non plus ce qu'Obama faisait. Donc les halles de la ville, mais pas seulement. Nous sommes intervenus sur tous les lieux abandonnés. Nous avions la chance d'avoir un ravin de 1,5 km ou 2 km de long qui va de la place d'Espagne jusqu'aux douves du château, dont nous avons fait un jardin. 2 km en plein centre-ville, sans voiture, et avec des pistes pour les enfants, des jeux pour les enfants, des jardins, notamment des jardins dédiés aux parfums, et donc que vous découvrirez aussi, puisque cet après-midi et demain, il va faire très beau. Nous avions une bibliothèque abandonnée en centre-ville, qui était l'ancien emplacement de la bibliothèque, bâtiment jumeau avec le musée des Beaux-Arts, et nous avons décidé d'y installer l'école supérieure des arts, et vous verrez, les 2 bâtiments vont être inaugurés dans quelques jours. Donc musée et école supérieure, musée des Beaux-Arts, école supérieure des arts. Si vous avez le temps, allez faire un tour au musée, il y a des choses absolument formidables. Et donc une place des arts. Nous avions un bâtiment commercial de la Cernam à côté de la gare, où nous allons faire un tiers-lieu dédié au numérique et dédié au numérique artistique, avec au bout un skatepark qui va être, je crois, tout à fait bon. En tout cas, c'est ce que les usagers du skatepark disent. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas usager des skateparks, mais j'admire beaucoup les circonvolutions. Et puis, donc, nous avons fait cela. Et puis, nous avons lancé un plan de rénovation urbaine sur notre 2e quartier politique de la ville. Et on a eu la bonne fortune que l'ANRU nous choisisse pour être les premiers à bénéficier de ce programme. Et puis, on s'est attaqué aux questions de mobilité, vous voyez, tout en même temps, hein, parce qu'on a fait ça le temps de mettre l'administration en place quand nous sommes arrivés. Raison de plus pour dire que notre administration est tout à fait remarquable, avec 2 directeurs généraux des services. L'un, je ne sais pas s'il y a des gens du Grand Est ici ? Oui. Oui. Oui, il y en a. Eh bien, les gens du Grand Est ont la chance d'avoir comme directeur général des services de la région un garçon qui s'appelle Nicolas Pernaud, qui était notre directeur général des services ici, et puis François Mangin-Lecreux, je ne sais pas s'il est là, qui est arrivé. Et donc, nous nous sommes attaqués grâce à une administration resserrée et rendue moins chère et plus efficace. Nous nous sommes attaqués à toutes ces questions, et notamment aux questions de mobilité, Avec puisque nous allons inaugurer le projet Phébus. Dans quelques semaines, le projet Phébus, qui est le premier transport en commun en site protégé à hydrogène du monde. Pourquoi à hydrogène ? Parce que la question de l'électricité, c'est la question du stockage de l'électricité. Et pour stocker l'électricité, on ne sait pas faire grand-chose. Quand on a un barrage hydroélectrique, on peut remonter de l'eau quand on a trop d'électricité pour qu'elle redescende après. C'est une manière de la stocker. Et puis on peut faire des batteries. Mais les batteries, comme vous savez, ça a un bilan carbone très discuté. Et après, il y a des
composants qui sont de plus en plus rares et de plus en plus chers, les terres rares, et vous connaissez la politique par exemple de la Chine sur les terres rares. L'hydrogène, ça a tous les avantages du monde. Vous prenez de l'électricité, vous faites passer de l'eau, vous électrolysez l'eau, vous séparez l'hydrogène et l'oxygène, et puis vous vous trouvez ensuite avec de l'hydrogène que vous pouvez mettre dans une pile à combustible et ça reproduit de l'électricité. C'est souple, zéro pollution, uniquement de la vapeur d'eau pure qui est renvoyée dans l'air, et c'est absolument remarquable. Ça n'avait pas été développé comme ça devrait l'être jusqu'à maintenant. Et nous avons eu la bonne fortune de pouvoir construire un programme. Le premier véhicule, vous voyez l'intérieur là. On a vu l'allure extérieure ? Oui, moi je ne l'avais pas vu. Donc, qui s'appelle le Phébus. Le premier véhicule de 18 mètres qui va être lancé cet automne. Donc toutes les 8 minutes en heure creuse, toutes les 5 minutes en heure de pointe, qui relie la colonne vertébrale de notre ville, c'est-à-dire la gare au sud, en passant par les lycées au centre-ville, par les halles, par l'université. Nous avons 12 000 étudiants à l'université de Pau, l'université et les centres de recherche, et puis les quartiers nord et le centre de santé avec les hôpitaux et les cliniques. Tout ça relié toutes les 5 minutes en heure de pointe. Et ça va être, c'est un événement qui fait que beaucoup de villes du nord de l'Europe ou de Chine viennent nous voir. Et ça fera la transition naturellement pour le chapitre suivant, monsieur le directeur général. Et on a eu un malheur, c'est que les Galeries Lafayette en centre-ville ont brûlé. On a pu heureusement les reloger à 100 mètres de là parce qu'on avait un local libre. Et beaucoup de gens disaient c'est fini, ils vont partir parce que les centres-villes. Et grâce à l'étude qui a été faite, grâce à cette renaissance du centre-ville, les Galeries Lafayette ont décidé de faire ici, et vous allez nous le présenter, un magasin emblématique d'avant-garde de ce que les Galeries Lafayette ont l'intention de faire dans les centres-villes. Et donc la palette est complète. Comme ça a été souligné tout à l'heure par Patrick Vignal, nous sommes désormais en solde positif sur les commerces dans la ville, ce qui n'était pas arrivé depuis 15 ans. Et c'est un signe de plus avec l'augmentation du nombre des enfants inscrits dans les écoles de cette politique de reviviscence ou de renaissance que nous avons voulu porter. Pardon d'avoir été un peu long, mais il est difficile de parler de ces chapitres sans 15 minutes, les aborder un par un. Mais François Bayrou, merci. Vous restez avec nous, Monsieur Bayrou, puisqu'il y a la signature de 2 avenants qui est prévue avec les co-signataires. Mais bien sûr, Monsieur Bron, vous avez un quart d'heure également, un quart d'heure, 20 minutes, d'accord, pour une équité du temps de parole. Équité du temps de parole qui sera naturellement l'objectif de cette matinée entre tous les élus qui vont intervenir. Très bien, merci. Monsieur le maire, merci de votre accueil. Je suis très heureux et vraiment ravi de voir le commerce aussitôt présent dans les échanges, puisque évidemment, un centre-ville sans commerce ou des commerces sans centre-ville, ça ne fonctionne pas. Nos destins sont éminemment liés, et donc c'est vraiment une excellente chose et un très bon signe, je crois, qu'on puisse parler de commerce dès le début de ces échanges et de ces discussions. Alors vous avez raison, on a un lien très particulier avec la ville de Pau, d'ailleurs comme avec les 60 villes dans lesquelles nous sommes présents aujourd'hui avec notre réseau de magasins Galeries Lafayette. Et alors en fait on a un lien encore plus particulier depuis quelques années, puisqu'effectivement je me souviens de ce matin d'avril 2016 où moi, arrivant de Paris, ayant appris l'incendie du magasin, vous retrouvant sur place et vous-même y étant passé une bonne partie de la nuit, je vous retrouve et donc on voit ce bâtiment qui brûle. Et pour être très honnête avec vous, on s'est effectivement posé la question de notre avenir, comme on se pose d'ailleurs notre question dans un certain nombre de centres-villes, puisque, vous l'avez dit, la vie des centres-villes et la dynamique des centres-villes peut être très hétérogène, et donc on se pose des questions sur notre avenir. On s'est posé la question de notre avenir sur la ville de Pau. D'abord, la première chose, c'est qu'on a été accompagné probablement comme jamais par vos équipes, que je tiens à saluer,
puisqu'effectivement, un mois après, nous pouvions ouvrir dans le centre Bosquet et donc reprendre nos activités, trouver des emplois pour nos collaborateurs qui se posaient aussi beaucoup de questions. Mais pourquoi est-ce qu'on a décidé fondamentalement de reconstruire ce magasin et de réécrire une nouvelle histoire? C'est exactement sur la base de ce dont vous venez de parler et dont on a besoin en fait dans toutes les villes dans lesquelles nous sommes présents aujourd'hui. Et quand je parle de commerce, je ne parle pas uniquement des locomotives que nous représentons. Pour nous, le commerce, c'est le commerce de tous. Un grand magasin, une locomotive, quelle qu'elle soit, sans petit commerce, sans restauration, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, je ne fais pas le porte-voix des Galeries Lafayette, mais plutôt de cette dynamique commerciale dont les centres-villes ont absolument besoin aujourd'hui. Et encore une fois, on a besoin de cet écosystème et de ces équilibres pour exister dans la durée. Et donc, c'est effectivement ce qu'on a retrouvé à Pau. On a cru en votre projet, on a vu les indicateurs qu'on pilote finement et qu'on a vu avec des tendances positives, et c'est pour ça qu'on a pris cette décision-là. Le commerce en centre-ville, c'est pas très compliqué. En fait, on a d'abord besoin d'un socle de fondamentaux dont vous venez de parler. La sécurité, c'est élémentaire, mais c'est absolument indispensable. Quand vous venez faire vos courses en centre-ville, si vous n'êtes pas en sentiment de sécurité, si vous ne vous sentez pas bien pour y aller, vous n'y allez pas. La propreté. Évidemment, la propreté, quand vous êtes dans un centre-ville sale, etc., vous n'avez pas envie d'y faire des courses. Le troisième point, c'est l'accessibilité. Vous venez d'en parler à l'instant. Ça aussi, c'est fondamental. Particulièrement quand on parle de la périphérie. Alors souvent, on oppose la périphérie et le centre-ville, et je vais y revenir. Mais l'accessibilité du centre-ville est un point fondamental. Et le dernier point, c'est l'animation. Parce que nous, tout seuls, on ne suffit pas. Il faut donner d'autres raisons à l'ensemble des habitants d'une zone urbaine, d'une zone de chalandise dans notre cas de figure, leur donner une bonne raison de venir en centre-ville et régulièrement. Alors on voit de plus en plus des marchés de Noël, des animations, des braderies, etc. C'est formidable parce qu'à chaque fois, effectivement, ça donne une bonne raison aux clients, en l'occurrence, de venir en centre-ville, d'y revenir et de participer à ces fêtes-là. Et nous, on est ravis d'accompagner ce type de mouvement. Donc, la conclusion de ça, c'est de dire, évidemment, il faut animer les centres-villes et n'hésitez pas à nous solliciter pour ça. On dépense des millions d'euros en marketing pour faire venir nos clients, pour les animer, etc. On est ravis de pouvoir aligner nos intérêts avec ceux, évidemment, de la collectivité pour faire en sorte que le centre-ville vive. Ceci n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Tout à fait. Mais je le dis et c'est très assumé. Je crois qu'on a vraiment un combat commun sur les centres-villes. Je me permets une question, parce que vous parlez donc sécurité, accessibilité, propreté. Il y a une table ronde cet après-midi sur la logistique aussi, la logistique urbaine, tout ce qui est problématique du dernier kilomètre, les transports de marchandises. Alors on dit que les marchandises ne votent pas, mais bon, quand des transports mal organisés peuvent générer des bouchons qui agacent des gens qui eux, votent. C'est un message peut-être aussi à faire passer aux élus, les transports de marchandises. En fait, c'est aussi, alors c'est valable pour les clients comme c'est valable pour les marchandises. Donc évidemment, tout ce qui peut simplifier, le commerce est et je l'avais déjà dit il y a quelques années, mais est une espèce très fragile. Mais c'est vraiment important d'en avoir conscience. Et d'ailleurs, j'ai été surpris parfois avec des interactions avec un certain nombre d'élus de leur faire découvrir ces problématiques-là. Ça fait 10 ans que l'habillement et le marché de l'habillement est en décroissance. 10 années continues. Il faut voir que l'année dernière, le commerce de l'habillement a perdu à peu près 4%. 4%, ça peut paraître rien, mais c'est considérable. On est une activité de coût fixe et qu'en fait, bien souvent, 4%, c'est la différence entre un commerce rentable et un commerce non rentable, entre un commerce ouvert et un commerce fermé. Donc, évidemment que toutes ces problématiques mis bout à bout, ce sont des petits points de croissance qui nous permettent d'exister et de faire pérenniser au commerce. Aujourd'hui, on ne parle pas de faire fortune, ce n'est pas du tout l'objet dans le commerce. On est tous préoccupés par la pérennité de nos points de vente. Et les premiers qui souffrent et les premiers qui meurent sont d'abord les indépendants, évidemment. Et j'ai redit l'importance de ces indépendants pour l'écosystème du commerce. Mais aujourd'hui, on voit des chaînes qui ferment. On en entend parler partout. Ce matin, on a parlé de Conforama, mais on peut parler de tout un tas d'autres chaînes aujourd'hui qui sont en très grande difficulté et d'autres morts sont à venir. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment pérenniser nos activités. Donc il faut vraiment mettre bout à bout l'ensemble des éléments pour nous permettre de continuer à exister demain. Et si vous me permettez, dans la partie notamment périphérie, centre-ville, on a beaucoup parlé des mètres carrés. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, en fait, votre moratoire, c'était une très bonne idée. Non pas qu'il faille stopper le développement, mais qu'effectivement, il faut se poser les bonnes questions. On n'est pas contre tout développement des mètres carrés, mais attention aux sirènes du développement et du potentiel non servi jusque-là.
Encore une fois, nous sommes sur des tendances de décroissance de nos marchés qui sont assez significatives. Donc évidemment, quand vous avez en centre-ville un centre très facile d'accès, avec exactement la même offre que celle qu'on retrouve en centre-ville, mais pourquoi est-ce que je vais venir en centre-ville, moi ? Et donc, on n'est pas contre le développement des mètres carrés, mais attention à la constitution de ces mètres carrés et comment on les attribue. Si demain, on a de l'offre qui est très complémentaire, alors je ne vais pas plaider pour ma paroisse, mais si on a de la mode en centre-ville, qu'on a de la culture en centre-ville, qu'à l'extérieur de la ville, on a, je ne sais pas, de la maison, du sport, enfin, qu'on travaille les complémentarités, ça a évidemment beaucoup de sens. On crée des pôles de destination qui sont complémentaires. Et là, ça marche bien. Si on se marche sur les plates-bandes, vous savez ce qu'on finit par faire ? On se bat à coups de promotion. Et ça, les promotions, ben voilà, c'est le cercle vicieux qui mange les marges et qui fait que les commerces meurent demain. Donc c'est très important aujourd'hui de bien réfléchir, quand on développe des mètres carrés, notamment des mètres carrés en périphérie, à bien réfléchir à leur destination. Alors vous n'avez pas tous les moyens pour agir sur ces leviers-là, mais aujourd'hui, les discussions que nous avons avec l'ensemble des pouvoirs publics, justement, va dans le bon sens, puisque je crois qu'on va vers beaucoup plus de raison dans la création de ces mètres carrés-là. Encore une fois, il faut y faire très attention, d'autant plus qu'à l'heure du digital, aujourd'hui, le digital est en croissance phénoménale, est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc évidemment ouvert le lundi quand certains commerces ne le sont pas, entre midi et 2 dans certaines villes, encore une fois, ou certains dimanches, comme il se doit. Voilà. Et justement, sur le digital, le e-commerce qui explose et ça va continuer, on peut penser, est-ce que ça change les critères de comment dirais-je, de localisation pour vos projets? Enfin, il n'y a plus la place que pour les emplacements premium dans les centres-villes par rapport au e-commerce, vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est très dépendant de la dynamique du centre-ville. Un centre-ville qui va bien, c'est un commerce qui va bien, c'est un grand magasin pour nous qui va bien, et tout va bien. Et d'ailleurs, dans un certain nombre de villes, c'est le cas, soit parce que la problématique du centre-ville a été prise très en amont, soit parce que la dynamique est aujourd'hui très positive, comme on le voit aujourd'hui à Pau, et qui fait qu'on accompagne bien volontiers le développement avec d'ailleurs le bâtiment que vous voyez derrière moi, qui est le futur projet du magasin. Dont on va dire un mot. Oui, tout à fait, absolument, sur lequel je vais revenir. Mais d'ailleurs, complémentaire de ce que je vais dire, vous avez raison, avec le digital, on fait un tout petit peu moins de mètres carrés, on fait des surfaces moins grandes. C'est d'ailleurs ce qui sera le cas dans notre bâtiment que vous voyez là. On a donc décidé de réinvestir la place Clémenceau, avec bonheur, parce que c'est une place emblématique où les grands magasins ont leur place depuis toujours. Et donc dont on est ravis de réinvestir aujourd'hui avec un projet fort, architecturellement très ambitieux, pour être un des marqueurs du centre-ville, un vrai lieu de destination. Mais pour être un vrai lieu de destination aujourd'hui, être un magasin Galeries Lafayette, même un magasin Galeries Lafayette, ça n'est plus suffisant. Et c'est exactement ce qu'on cherche à faire aujourd'hui. On s'est un tout petit peu réduit pour permettre à d'autres enseignes aussi de réintégrer le centre-ville de Pau, de participer à cette aventure-là et de recréer ce point d'ancrage dans la dynamique de trafic de la ville de Pau. On a l'ambition, effectivement, nous, d'occuper quelques étages, d'avoir une ou deux enseignes complémentaires de nos activités et complémentaires de ce qu'on retrouve en centre-ville de Pau, et puis de créer un point de restauration sur le toit du bâtiment, avec une vue qui sera... Alors, les vues à Pau, Dieu sait s'il y en a, et donc on veut effectivement en profiter aussi à partir de ce magasin-là, sur le toit du magasin, avec un point de restauration. Peut-être un mot d'histoire. Court alors, non, très l'histoire court. Du bâtiment. Très court, monsieur Bayrou, très court. L'histoire du bâtiment, parce qu'on ne peut pas avoir une vue de ce bâtiment. La seule chose que je critique, c'est que votre vue laisse à penser qu'il pleuvait ce jour-là. Or, tous ceux qui aiment Pau savent qu'il pleut très rarement. Voilà. Et donc, mais en dehors de ça, donc ce bâtiment a brûlé. C'était le bâtiment historique des galeries, comme on dit à Pau, parce que ça a été autrefois les galeries modernes, puis les nouvelles galeries, puis les galeries Lafayette. Et quand on avait 16 ans, on se donnait rendez-vous devant les galeries. Et donc, ce bâtiment a brûlé par un accident du type de celui de Notre-Dame, hein, à peu près, avec le même cheminement. L'incendie a pris sur la toiture et a couvé pendant des heures et des heures jusqu'au moment où il explose. Et on a eu le bonheur, vous avez eu le bonheur de découvrir, après l'incendie, la structure Eiffel, qui était la structure historique du bâtiment. Et donc, vous avez eu, et vos architectes ont eu, l'idée de bâtir autour de la structure Eiffel, et vous voyez la façade qui rappelle cela, un bâtiment entièrement translucide qui va être entièrement perméable à la lumière du jour et qui va être, en effet, avec plusieurs enseignes, un lieu extrêmement attrayant, ouvrant sur 3 entrées
place Clémenceau, rue Serviez, et ce ravin devenu jardin dont je vous parlais, le Hédas, qui va donner au bâtiment un attrait considérable et que nous attendons avec impatience. Et c'est prévu pour ? Alors la réouverture sera pour début 2022. Nous allons lancer les... Alors là, si vous avez la chance de vous promener évidemment dans la ville de Pau, vous verrez encore notre ancien bâtiment qui là porte encore les cicatrices de cet événement de 2016. Nous lançons la destruction, en tout cas, d'une partie de ce bâtiment dans les semaines qui viennent. Et ensuite, se suivra 2 ans de reconstruction avant la réouverture en grande pompe, comme il se doit, début 2022. Moi, je dis 18 mois. Merci. Merci, Merci Monsieur de votre Bron. accueil. Monsieur Bayrou, vous restez avec nous. Merci beaucoup. N'oubliez pas votre smartphone. Voilà. Alors, je vous propose de passer sans transition à la signature de 2 avenants concernant la ville de Pau. C'est pour ça que M. Bayrou reste avec nous. Donc, un avenant à la convention Action Cœur de Ville. Et aussi, il y aura un avenant à la convention Ville de Pau Action Logement. Donc, comme signataire, François Bayrou, Eddy Boutera, qui est secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour, Monsieur Boutera. Bruno Arboué, directeur général d'Action Logement. Monsieur Arboué, qui est ici. Bonjour, monsieur. Rémi Heurlin, directeur régional de la Banque des Territoires Nouvelle-Aquitaine. Et Valérie Mancret-Taylor, directrice générale de l'ANA. Bonjour, monsieur. Juste 2 secondes. Nous aurons donc légèrement un peu de retard, de 15 minutes. Donc, ça sera après la présentation de la synthèse du baromètre par Caroline Mériot, Claire Chanel, qu'on ira, pour ceux qui restent pour les 222 villes ici. Et puis, il y a des ateliers qui vont se tenir dans plusieurs endroits, notamment dans la salle Lamartine. Ok, oui, voilà. Quand je parlais de temps équitable, de temps de parole, pour les tables rondes à venir, ce n'était pas un quart d'heure chacun, hein, évidemment. Ça sera plutôt 6 minutes environ, mais vous étiez déjà, les intervenantes et intervenants étaient déjà au courant. Mais on va y arriver. L'idée, c'est qu'on clôture à 12h30 pour qu'on profite du cocktail au village des partenaires tous ensemble. Donc pendant la signature, peut-être quelques mots d'explication sur le contenu de ces avenants avec Claire Buat. Eh ben vous êtes derrière moi, excusez-moi. Voilà, eh ben je vous laisse la parole. Qu'est-ce qu'il y a dans les grandes lignes dans ces avenants? Bonjour à tous, on est très heureux. Alors, excusez-moi, Claire Buat, vous êtes chargée de mission Action Cœur de Ville à la ville de Pau, c'est ça, et à l'agglomération aussi. Et à l'agglomération également. On est très heureux de partager ce moment avec vous, c'est officiel pour nous, puisqu'on passe dans une nouvelle phase pour Action Cœur de Ville. Jusqu'alors, on était en phase d'initialisation, ça nous a permis d'être accompagnés par la Banque des Territoires, l'ANA, Action Logement et l'État pour réaliser des diagnostics et puis approfondir ce qui nous manquait et écrire notre projet. Car, comme l'a décrit Monsieur le maire, c'est vrai qu'on a beaucoup d'actions qui sont mises en place et donc l'accompagnement de ces financeurs est très important. Donc on a une vingtaine d'opérations qui sont dans cet avenant qui vont nous permettre de passer opérations de revitalisation de territoire. Claire, ce que je te propose, c'est peut-être que comme grand témoin, on est également le préfet Roland Mouchel-Blaisot qui travaille avec la ministre et qui est le directeur d'Action Cœur de Ville. Si vous voulez venir sur scène, ça nous ferait plaisir. On peut l'applaudir, monsieur Mouchel-Blaisot, qui restera avec nous pour les trois tables rondes dans cet espace. Madame Buat, donc vous aviez fini, vous voulez rajouter des choses, Madame Buat, sur des exemples peut-être un peu concrets? On va le décrire juste après dans la table ronde. C'est vrai qu'on a quelques photos là, de projets emblématiques qui ont défilé, notamment l'école d'art et le musée des beaux-arts
qu'a décrit tout à l'heure Monsieur le maire, donc qui fera aussi l'objet d'une visite ce soir, puisqu'on a quelques visites de terrain à partir de 17h. Et puis un certain nombre d'actions en matière de logement, et ça c'est très important parce que c'est vrai que le retour des habitants en centre-ville, ça a été souligné, mais pour que le centre-ville vive, c'est important qu'il y ait des logements, et notamment des grands logements pour les familles. Et le partenariat qui va être traduit dans quelques minutes avec Action Logement est important pour avoir du coup des logements adaptés aux salariés, en plus de bien sûr l'accompagnement, je dirais presque plus traditionnel de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, mais qui est très important également pour améliorer les logements et avoir des logements de qualité sur le centre-ville de Pau. Merci, Madame Buat. Monsieur Michel Blaiseau. Juste un mot en complément de ce que dit Madame Buat. D'abord que c'est une des premières villes de France, Monsieur le maire, qui signe son avenant, c'est-à-dire la finalisation de son projet. Donc je suis bien sûr très heureux de le souligner officiellement. Et par ailleurs, c'est une des toutes premières villes en France qui se dote d'un outil dont nous allons parler dans la table ronde qui va suivre, qui s'appelle l'ORT, l'opération de revitalisation de territoire, outil créé par la loi Elan. Le président Patrick Vignal y faisait allusion tout à l'heure, et qui va donner à la ville de Pau et à toutes les villes signataires en France qui souhaiteront se doter de cet outil un certain nombre d'avantages complémentaires pour mener leurs opérations, à la fois toute une série d'avantages en matière de droit de préemption, droit d'aménagement, etc. L'accès officiel à un avantage fiscal qui s'appelle, pour la rénovation des logements anciens en centre-ville, qui s'appelle le de Normandie dans l'ancien. Et puis aussi, c'est un des sujets majeurs qui a été évoqué par les intervenants précédents, sur une nouvelle régulation de l'urbanisme commercial qui a été formidablement illustrée par les exemples de la ville de Pau, favoriser les implantations de commerce en centre-ville et, le cas échéant, donner à la faculté au maire et au président de l'agglomération la faculté de saisir le préfet pour des projets en périphérie qui seraient de nature à fragiliser l'opération de revitalisation commerciale en centre-ville. Donc, Monsieur le maire, Monsieur le ministre et Mesdames, Messieurs les signataires de cette convention, donc Pau fait partie de la première grande dizaine de villes qui, aujourd'hui, officiellement, vient de se doter de cet outil. Et je vous en félicite. Merci, Monsieur Michel Blaiseau. C'est bon ? On peut les applaudir à nouveau. Merci, Madame, Messieurs.